Ok, bon, bah, du coup, on va commencer. Bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire européen sur conseiller en emploi accompagné, pratiques et perspectives européennes, qui est organisé par l'ADAPT à l'occasion de la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ou SEPH. Nous sommes très heureux de commencer ce webinaire à vos côtés et merci pour votre présence. Je vais vous expliquer quelques points techniques avant qu'on commence pour répondre également aux questions qui m'ont déjà été posées. Donc, les langues de travail de nos intervenants sont le français et l'anglais. L'interprétation en direct dans les deux langues est disponible sur l'icône interprétation. Le sous-titrage en français est également disponible sur l'icône CC ou afficher les sous-titres. Par ailleurs, le sous-titrage en français et en anglais sont également disponibles en grand écran sur les liens qui vous seront envoyés dans le chat. Concernant les interprétations en langue des signes, on a deux interprétants en langue des signes qui sont également là en langue des signes française. Nous vous recommandons de les épingler si vous souhaitez les voir affichés tout le long du webinaire. Vous pouvez aussi poser des questions à nos intervenants à tout moment pendant le webinaire sur la fenêtre Q&R, questions-réponses, ou sur le chat. Et pour votre information, ils y répondront en fin d'intervention, donc à la fin du webinaire. Les questions seront compilées et on aura un moment questions à la fin. Voilà, il est aussi possible de masquer les participants sans vidéo. Donc, vous avez cette option qui est disponible sur l'icône des participants. Pour information également, contrairement aux orateurs, les participants ne peuvent être ni vus ni entendus, mais ils peuvent converser avec tous les autres participants grâce à l'icône de conversation dans le chat. Et aussi pour votre information, ce webinaire est enregistré, mais seuls les orateurs sont enregistrés. Voilà, donc pour rappel, n'oubliez pas d'activer l'interprétation en direct dans la langue de votre choix dès maintenant, parce qu'en effet, moi, je vais animer le webinaire en français, mais on a certains de nos intervenants qui vont intervenir en anglais. Donc voilà, si vous souhaitez avoir soit en français, soit en anglais, n'hésitez pas à l'activer dès maintenant. Donc, avant qu'on commence, je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire qui dure de 10h à 11h30 aujourd'hui. On va aborder aujourd'hui trois thèmes principaux qui sont la formation et la reconnaissance du métier de conseiller en emploi accompagné, l'impact du Covid-19 sur les méthodes de travail et les opportunités, les perspectives et les limites du métier de conseiller en emploi accompagné. Donc, comme je vous l'ai dit, à la fin de la session, on aura également un moment pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc après ces éléments techniques indispensables au bon suivi de la conférence, je tiens à vous dire que je suis très heureuse d'ouvrir cette journée, même fière d'avoir ces échanges avec vous et de faire un zoom sur ce métier. Je suis aussi fière de représenter mes collègues de l'ADAPT qui sont investis dans le dispositif emploi accompagné depuis des années et on est fiers de porter ce sujet auprès de nos partenaires européens afin de nous confronter, de nous renforcer et d'améliorer le support pour les personnes que nous accompagnons. Donc, pour commencer, je vais déjà donner la parole à M. Philippe Béranger, qui est directeur plaidoyer, partenariat et vie associative à l'ADAPT. Philippe. Bonjour à tous, welcome. Je m'appelle effectivement Philippe Béranger et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire consacré à l'emploi accompagné. Alors, comme le disait Oran, on est en pleine semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. C'est la 26e édition, ce qui signifie malheureusement que la question de l'emploi des personnes handicapées, de leur intégration dans le tissu économique de nos pays, n'est toujours pas résolue. Un chiffre, et ce sera le seul que je donnerai, issu de la stratégie européenne 2021-2030 en faveur des droits des personnes en situation de handicap. En Europe, 50,8% des personnes handicapées occupent un emploi contre 75% des personnes sans handicap. Donc, il y a encore un delta important. Ce qui veut dire que sensibiliser les entreprises
définir des dispositifs qui favorisent l'emploi des personnes handicapées sont des actions qui conservent toute leur importance en 2022. À l'ADAPT, c'est une association du secteur handicap qui est spécialiste de l'emploi. Nous travaillons depuis de nombreuses années sur des dispositifs d'accompagnement dans l'emploi des personnes handicapées. Au-delà de l'emploi accompagné qui va vous être longuement présenté ce matin, je ne vais pas revenir dessus, je pense également par exemple à l'apprentissage accompagné, c'est un autre dispositif intéressant. L'ADAPT a d'ailleurs mis en place une méthode d'évaluation, de modélisation et de déploiement de ce dispositif qui nous conduit aujourd'hui à prendre une dimension européenne avec un projet Erasmus+, qui est en cours, et 8 partenaires qui participent à nos travaux, la Norvège, la Grèce, la Bulgarie, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Et je crois que plusieurs d'ailleurs de leurs représentants participent au webinaire ce matin et je tiens à les remercier pour leur implication dans ce dispositif, dans la dimension européenne du projet et bien sûr dans leur confiance en l'ADAPT. Les dispositifs d'accompagnement dans l'emploi fonctionnent. Ils permettent réellement de favoriser l'intégration ou le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. À l'ADAPT, nous militons pour que ces solutions pertinentes, efficaces, soient largement soutenues par les pouvoirs publics et adoptées massivement par le secteur économique. La dimension européenne de nos projets me semble essentielle. Je pense sincèrement que nos différences font notre force, dans le domaine social comme dans tant d'autres domaines. Mieux nous connaître, favoriser nos échanges ne peut être que bénéfique pour définir des actions communes, innovantes et pour faire bouger les lignes dans nos métiers consacrés à l'accompagnement des plus fragiles. Quelques remerciements avant de vous laisser travailler. D'abord à Oran Joanneau, qui est chef de projet Europe à l'ADAPT, pour l'organisation bien sûr de cette réunion, mais aussi et surtout pour son implication quotidienne dans les projets européens. Sans elle, à l'ADAPT, il n'y aurait pas d'Europe et un grand merci pour son travail assez exceptionnel. Un merci aussi à Yorick Pedersen et au CFEA pour leur implication dans le renforcement de l'emploi accompagné en France. Et puis bien sûr la reconnaissance du métier de conseiller en emploi accompagné. Merci également, je le réitère, aux équipes de l'ADAPT Rhône Métropole de Lyon pour leur implication dans le dispositif emploi accompagné. Et puis merci enfin à tous les intervenants qui vont s'exprimer ce matin et puis à vous tous, où que vous soyez, et pour votre participation à cette matinée. Je vous souhaite de bons travaux. Have an excellent day and excellent discussions. And over to Oran again. Thank you very much, Philippe. Valoriser le métier de conseiller en emploi accompagné à travers l'expérience de nos différents partenaires européens. Donc aujourd'hui, parmi nous, on a des représentants donc, de France, mais aussi de Norvège, d'Italie et de Grèce. Donc, vous pouvez voir sur l'écran et tout au long du webinaire, vous saurez également qui va intervenir. Et donc, sans plus tarder, on va débuter du coup la discussion sur les différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, le premier étant la formation et la reconnaissance du métier de conseiller en emploi accompagné dans les différents pays européens. Donc, pour répondre à ce thème, on a différents intervenants que vous pouvez voir affichés à l'écran. Et on va commencer peut-être avec notre représentant français, Yorick Pedersen, qui est donc directeur général du collectif France pour la recherche et la promotion de l'emploi accompagné, qui est la référence en France sur le sujet. Donc voilà, Yorick, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce thème? Quels sont les profils et les compétences qui sont recherchés pour le métier? Est-ce qu'il existe des formations spécifiques pour devenir conseiller en emploi accompagné? Et quelle est la reconnaissance du métier aujourd'hui en France? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité dans ce webinaire aujourd'hui. J'en suis aussi très fier et très heureux de pouvoir partager avec tout le monde présent. Je vois qu'il y a pas mal de monde et je crois avec des profils assez différents. Si vous voulez bien, je vais d'abord très rapidement rappeler ce qu'est l'emploi accompagné pour que tout le monde comprenne bien ce qui se cache derrière et les implications, hein, comme tu viens de le dire, Oran, en termes de profils, de compétences qui sont nécessaires pour faire ce métier. L'emploi accompagné, c'est une réponse aux plus vulnérables aujourd'hui, les personnes en situation de handicap qui who have disabilities and who cannot last for a long time. malheureusement, leur situation fait que les difficultés sont
trop importante. Donc l'idée de l'emploi accompagné, c'est d'apporter une réponse durable à travers 3 grands principes qui sont, ils sont plus très nouveaux car l'emploi accompagné maintenant existe depuis 20-25 ans en Europe et une trentaine d'années dans les pays, nord-américains. Mais 3 grands principes qui peuvent encore être un petit peu disruptifs. Le premier, c'est le placer formé, le principe de dire: «Ça sert à rien de faire des formations très longues pour des personnes qui ont des grandes difficultés. Il faut les mettre au travail et les accompagner sur le lieu de travail». 2e grand principe, c'est l'accompagnement aussi bien de la personne vulnérable et de son employeur. Entre guillemets, les 2, donc les personnes et les employeurs sont des bénéficiaires à part entière de l'emploi accompagné, car les difficultés, elles sont souvent des 2 côtés et j'ai trop souvent des employeurs qui me disent qu'ils aimeraient bien, mais qu'ils ne savent pas comment faire. Et la 3e grand principe de l'emploi accompagné, c'est un accompagnement sans limitation de durée. L'accompagnement, il dure autant que de besoin et ça peut durer toute la vie s'il le faut. Je rappelle, on est sur des personnes très vulnérables. Le but de l'emploi accompagné, c'est pas de donner un boulot à quelqu'un. Ça, il y a plein de monde qui sait le faire, c'est super. Sauf que quand on donne un boulot à quelqu'un et qu'on l'accompagne pas, malheureusement, très souvent après, quand les personnes ont des difficultés importantes, c'est retour à la case départ. On perd à nouveau le travail avec tout ce que ça implique. D'abord pour la personne, en termes de difficultés morales, hein, c'est un nouvel échec. Et puis pour la société, pour l'entreprise, finalement, tout le monde y perd. Ça coûte cher, l'entreprise n'arrive pas à avancer et voilà. L'emploi accompagné a vocation à donner une réponse à tout ça. Alors je vais répondre à votre question maintenant. Quels profils sont recherchés pour l'emploi accompagné? Heu, L'emploi accompagné est du coup quelque chose de très spécifique vu qu'on est vraiment à cheval sur le monde de l'entreprise et sur le monde médico-social, comme on l'appelle en France, hein, autour de la personne et de tout son environnement d'accompagnement qu'il peut y avoir dans toute sa vie. Le conseiller emploi accompagné, il est dans l'entreprise, il discute avec l'employeur et il y est au quotidien pour l'aider. Pour cela, il y a 3 grandes compétences qui sont indispensables, hein, pour être conseiller emploi accompagné. Hem, c'est d'abord d'avoir cette double culture, à la fois handicap et entreprise. C'est indispensable et on ne peut pas bien faire le travail finalement si on n'arrive pas à rapidement acquérir au moins cette double culture. Tout le monde ne l'a pas au départ évidemment. La deuxième, la 2e compétence évidemment, c'est d'avoir un niveau de formation, initial élevé ou au moins un niveau expérientiel qui va venir compléter ça. Hem, j'ai quelques chiffres, hein, sur les conseillers actuels. Il y a à peu près 550 conseillers emploi accompagnés en France aujourd'hui. C'est un chiffre en évolution, assez rapide d'année en année. Aujourd'hui, il y a un tiers des conseillers emploi accompagnés qui sont bac+5 et les 2 tiers ont un niveau supérieur à bac+3, sachant que le tiers restant, hem à un niveau expérientiel finalement qui vient, apporter une plus-value forte et ce sont des personnes qui généralement ont une ancienneté, une expérience importante de l'accompagnement. Il y a plus des 2 tiers des conseillers emploi accompagné aujourd'hui qui ont une expérience professionnelle de plus de 10 ans. Voilà, donc on n'est pas sur des gens jeunes, qui démarrent dans la vie, j'allais dire. Et la dernière des compétences, qui paraît indispensable aujourd'hui, c'est savoir travailler en réseau. Je disais tout à l'heure, il faut une double compétence, il faut connaître l'entreprise, il faut connaître le monde médico-social. Tout le monde n'a pas cette double compétence. Donc voilà, le conseiller emploi accompagné, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il travaille d'abord avec ses pairs, mais il travaille aussi avec des réseaux d'employeurs, il travaille avec des réseaux médico-sociaux, avec tous les dispositifs d'accompagnement médico-social qu'il peut y avoir derrière pour que la personne, finalement, puisse concrétiser son projet professionnel et puisse continuer à s'épanouir dans son emploi et même avoir une carrière professionnelle, hein, vu que c'est quelque chose de très important. C'est un mot souvent un peu tabou, hein, dans l'accompagnement des personnes vulnérables. L'emploi accompagné est là aussi pour ça, voilà, pour gommer toutes les difficultés, en tout cas apporter une réponse concrète pour que la personne puisse, comme n'importe qui, avoir une carrière et travailler là où elle le souhaite. Alors, sur les formations spécifiques, vous me posiez la question, Oran. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de formations pour les conseillers emploi accompagnés. Il y a des formations ab initio, j'allais dire des formations assez généralistes, de conseillers en emploi accompagné. Voilà, il y a plusieurs types de formations délivrées. Le CFE en délivre une, il y en a d'autres.
Et il y a aussi des formations spécifiques à certains publics, notamment des formations spécifiques pour pour l'accompagnement des publics qui présentent des troubles de l'autisme, des formations spécifiques pour les personnes qui ont des difficultés psychiques. Voilà, il y a des formations comme ça, et il y a aussi des formations complémentaires pour les conseillers. Comment coordonner une plateforme d'emploi accompagné sur un département, comment favoriser la pérédance dans l'accompagnement, toutes ces choses un petit peu nouvelles, comment on est en train de développer une formation actuellement, comment développer mieux et entretenir un réseau d'entreprise. C'est une vraie difficulté aujourd'hui chez les conseillers d'emploi accompagné. Voilà. L'emploi accompagné est en pleine évolution en France, et pour cela, il y a actuellement un travail qui est en cours de reconnaissance et de certification de la formation, qui va se concrétiser dans les prochains mois, avec, pour objectif d'avoir une reconnaissance de la formation et donc du métier de conseiller emploi accompagné. Alors ça va déboucher sur des formations évidemment plus denses, hein. On va être sur des formations de 400 à 500 heures, de niveau master 1. C'est extrêmement important et c'était évidemment quelque chose qui est, qui est plébiscité par les autorités françaises, mais également par les conseillers pour plusieurs raisons. La première, c'est que il est important dans ce métier qui se développe d'avoir une reconnaissance et une définition un petit peu officielle, des attendus du métier, et des missions du conseiller emploi accompagné. La deuxième, c'est de permettre des formations, par voie d'alternance, je parlais tout à l'heure de certains professionnels du métier qui sont peut-être un peu moins diplômés, mais qui ont une expérience forte, leur permettre d'acquérir aussi une reconnaissance de leurs compétences à travers la VAE pour pouvoir, demain, les valoriser. Et puis, permettre également, de rentrer, de bénéficier de toute l'éligibilité, au financement de l'État et des fonds dédiés pour former, les conseillers emploi accompagné de demain. Voilà. Merci beaucoup, Yorick, pour cet éclairage. C'est extrêmement intéressant de voir aussi les évolutions actuelles du métier et le travail que vous faites au quotidien pour que ça évolue. Je sais aussi que le CFEA est impliqué au niveau européen et fait partie du réseau européen EUSI. Je sais aussi que Dimitris du centre de Margarita en Grèce se base énormément sur les définitions et les outils qui sont développés par ce réseau européen. Dimitris, quelle est votre vision et quel est le lien que vous faites entre ces outils qui sont développés au niveau européen et la réalité sur le terrain en Grèce sur ce sujet? Hello everyone. Thank you. Bonjour tout le monde et merci Eric. Ça, c'est un sujet très intéressant pour nous également. En Grèce, en fait, je suis Dimitris Tourlidas et je viens de Margarita Vocational Training Center. Margarita est une organisation pour des personnes qui ont des difficultés intellectuelles. Ceci a été créé à Athènes en 1979. 1979. Et aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du rôle de l'emploi accompagné et particulièrement dans ce domaine des problèmes intellectuels. Alors, pour démarrer, il faudra que vous sachiez qu'en Grèce, il n'y a pas de cadre institutionnel pour l'emploi accompagné. Cela veut dire que les ressources allouées ne sont pas allouées par l'État. Il n'y a vraiment pas de budget pour ce genre de programme. Et il n'y a vraiment pas d'aide institutionnelle. Alors, ça rend le métier encore plus difficile et nous ne savons pas combien il y en a d'entre nous. C'était uniquement en février 2022, il y a juste quelques mois, que nous avons officiellement reconnu le titre d'un emploi soutenu. Normalement, c'est pour fournir, si vous voulez, de l'aide pour des personnes avec des handicaps et d'autres groupes
qui ont des problèmes pour sécuriser et maintenir de l'emploi sécurisé et payé. Et il y en a qui différencient ces différentes tâches des rôles spécialistes et qui sont effectués par les personnels dans l'organisation. Selon les professionnels, les CEA ou les conseillers en emploi assistés ont un profil spécifique. Cela veut dire qu'ils se spécialisent dans une éducation donnée, les travaux sociaux, la psychologie, ergothérapie, etc., etc. Il y en a d'autres qui ont des diplômes en sciences sociales, en RH, en pédagogie, etc. Tout ceci est accepté. En fait, le rôle d'un conseiller en emploi euh, accompagné est extrêmement complexe et demande beaucoup de compétences. Et il faut qu'on puisse travailler en réseau, qu'on puisse négocier, qu'on connaisse bien le marché de l'emploi et la législation dans ce domaine, les changements qui peuvent avoir lieu, les collectes des données et d'autres compétences qui sont très importantes. Il faut qu'on soit calé dans ce domaine de collecte de données et, comme je vous ai déjà dit, le réseautage et les compétences interrelationnelles. Mais lorsqu'on travaille des compétences de négociation, ce n'est pas uniquement pour les entreprises pour chercher en fait du travail sur le marché du travail. De temps en temps, ces négociations, ces discussions demandent également avec le bénéficiaire qui cherche de l'emploi et également avec la famille, il faut les impliquer. La plupart du temps, l'emploi demandé et trouvé, c'est avec l'aide de la famille. Et jusqu'à 2017, jusqu'à il y a 5 ans, il y avait le taux de chômage est extrêmement élevé dans ce domaine parce que quelqu'un devait chercher un travail dans ce domaine-là. Il n'y avait pas de bénéfices, pas d'avantages sociaux. Donc, depuis 2017, la législation a changé et maintenant, c'est beaucoup plus simple pour des personnes en situation de handicap avec leur famille d'y aller et de trouver quelque chose parce qu'il y a de l'aide maintenant. Il y a beaucoup de compétences qu'il faut, beaucoup de qualifications dont on a besoin pour les conseillers en emploi assistés. Mais pour moi, toute première chose, il faut être tout plein d'enthousiasme. Il faut avoir la créativité, il faut avoir la passion dans ce qu'on fait, il faut y croire. Il faut avoir ce genre de personnalité, un caractère qui le permettrait de l'aider, de travailler avec des personnes de tout profil différent au niveau national, culturel, de genre et de religion. Donc, il faut pouvoir voir la capacité, le potentiel de chacun et non seulement son handicap. Il faut croire en ce que cette personne veut ou peut faire et ainsi faire croire les autres aussi en cette personne. Bien sûr, le domaine de l'emploi change énormément, surtout avec l'introduction des nouvelles technologies et puis à cause de la pandémie. Et donc, le conseiller en emploi assisté doit être toujours à jour de ce qui se passe. Et il faut des techniques données pour mieux collaborer entre lui et l'employé potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est écouter de façon active, de façon verbale ou non verbale, c'est-à-dire bien comprendre le langage du corps corporel. Il y a toutes sortes d'autres techniques, par exemple les questions ouvertes, les paraphrasages, et puis souvent répéter des choses, des phrases, ou bien une autre technique de faire la différence et de souligner les parties importantes de la conversation. Et puis également, il faut prendre l'initiative de partager une expérience personnelle pour pouvoir, en fait, s'identifier avec ce que la personne est en train de dire. C'est une façon de développer la confiance les uns dans les autres. Alors, en ce qui concerne la formation en particulier que nous avons en Grèce, il y a
formations standards ou non standards. Il y a des universités qui fournissent en fait des programmes au niveau bachelor's et master's pour il y a pour l'apprentissage à vie et puis il y a également des modules en ligne. Ce sont des formations qui sont officielles et qui peuvent terminer par des certificats de la part de l'organisation nationale pour les qualifications en ce qui concerne les conseillers en emploi assisté. C'est ce qu'on appelle en Grèce et c'est ça qui donne la certification pour devenir un conseiller en emploi. Et puis, il y a également des ONG qui fournissent d'autres formations qui ne sont pas typiques ou standardisées et qui sont également disponibles en ligne, sauf que ce n'est pas reconnu au niveau de l'État. Pour ce qui est des formations beaucoup plus particulières, pour des personnes avec des handicaps, il n'y a rien qui existe en Grèce. Il n'y a que quelques cursus, si vous voulez, qui sont disponibles au niveau de Bac+3 ou Bac+5 et qui ne durent que 3 heures au total sur la durée des études. Vous n'allez pas recevoir la certification en tant que conseiller en emploi assisté et il n'y a juste une seule façon de le faire. Le professionnel reçoit une formation sur le champ, en fait, pour avoir les connaissances particulières. Merci beaucoup, Dimitris, pour cette Thank you so much, Dimitris. Et aussi de comparer différents systèmes. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe en Grèce. Et il me semble que la situation est assez différente en Norvège sur la formation et la reconnaissance du métier. Léné, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le sujet? I lost my translation. I couldn't hear it, but I'm assuming that it's my turn because I heard my name. Yes, please go for it. Okay. Well, I represent Norway and I come from a company called Phoenix, and we are the largest vocational rehabilitation company in Norway. We have over 200 employees, job coaches, and work in various areas. And what I would like to say first is that in Norway, it's working with the disabled is actually the same thing as working with fully functional people. I mean, we don't discriminate or put a label on disabilities unless you are in the field of adapted workplaces, is where you can actually never work in a regular employment situation. Then these are also represented by our job coaches. So that's to start with. And also I want to say we have a lot of similarities to what Yorick was talking about and also what Dimitris was talking about. So the requirements and the skills that the job coaches needs to have is actually the same all over the line. It's no difference, but I can say a little bit about the educational background here in Norway. It's all different backgrounds. It's relevant higher education and health and social studies. Also, like we have a lot of job coaches with backgrounds in economy, in occupational therapy. It's all different backgrounds. But the only thing that's the same for all of them is that the Norwegian Labor and Welfare Administration requires that all the job coaches hold at least a bachelor's degree or a master's degree. They prefer a master's degree, but they have to have at least a bachelor's degree to be able to work as a job coach. Or else you will not be legally able to work as a job coach. We also, like Dimitris was talking about and Yorick, require experience from working with people with disabilities, especially the ones that are working with the adapted workplaces. It's important that they have a background, that they know about different disabilities. We have specialized courses for people with autism and Asperger's spectrum.
People with serious mental disorders. Of course, we have a specialized program for that. And yeah, we have different things, but it's very similar, and that's kind of what's interesting. In Norway, we have different courses on college or university level, and it's kind of also similar to what Dimitris was talking about. We have several colleges that offers education and counseling and supervision. We have everything from one-year programs to master's degrees. And especially one of the programs that's been developed by the Department of Social Sciences and Supervision, it's in collaboration with the Trade Association Work and Inclusion. It's a new program that started about 4 years ago. And the key objective of the program is that it will contribute to development, learning, increased awareness, and new knowledge, both for the individual job coaches and for the companies that are working with, the job coaches are working in. So the program aims to strengthen and professionalize guidance offered by employment and inclusion companies. And it's actually the newest program that we have. In addition to the higher education, of course, you can take the artificial intelligence learning programs that are the e-courses that each of the companies have. Like in Phoenix, we have a great variety of AI learning programs. So all our new employees have to go through the training process to learn to do the different courses before they actually start working with the clients. And well, what I also have to say is like the majority of all these courses on university level are free of charge. So it's actually free to take them. Now, well, I can say one more thing, because I was reading in the questions, and some of the questions are in French, so I don't know, but I was reading a question about IPS. And the IPS methodology is something that we actually are using in Norway, and the Norwegian Work and Welfare Administration wants all the companies that work with supported employment to use IPS methodology. And in Phoenix, we are stressing the use of IPS methodology, but we cannot use it the complete way. I mean, we cannot use all the 8 principles in IPS. Like the final principle, which is time unlimited support, we cannot do that because we have a time limit to work with it. Merci beaucoup, Léné. Et je pense qu'on pourra revenir aussi sur cette question concernant l'IPS à la fin, si ça intéresse les participants, parce qu'il me semble que les autres intervenants travaillent aussi avec ces principes, donc on pourra en reparler à ce moment-là. Donc un grand merci. Maintenant, on va passer en Italie avec notre collègue Mauro. Est-ce que vous aimeriez réagir, nous expliquer la situation en Italie? Explain the situation in Italy and the role of a disability manager. Hi, everyone. I'm happy to be here. 2 premises. The first is, in Italy, pour l'accès au travail des personnes handicapées. Pour les entreprises jusqu'à 14 salariés, il n'y a pas d'obligation d'embauche. De 15 à 35, il faudrait embaucher un travailleur handicapé qui passe à 2 dans la fourchette de 36 à 50 salariés. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent réserver le 7% de place au profit des catégories protégées. Je dis ce serait parce que si les entreprises ne respectent pas les quotas prévus, doivent payer une amende. Et malheureusement, nombreuses entreprises préfèrent payer l'amende plutôt que d'embaucher une personne handicapée. La deuxième prémisse est qu'en Italie, la fonction appelée job coaching, in terms of job coaching,
This is used autonomously for those améliorer leurs compétences dans certains domaines de leur carrière professionnelle ou plus généralement dans leur vie pour des raisons d'empowerment ou de croissance personnelle ou professionnelle. Quant aux personnes handicapées, il y a une situation semblable à la française, mais récemment a été introduite en Italie par une loi la figure du Disability Manager en tant que responsable des ressources humaines spécialisé dans la gestion des salariés handicapés sur le lieu de travail et est obligatoire pour toutes les administrations publiques de plus de 200 employés. Pour les entreprises privées, la loi ne prévoit pas une obligation, mais un simple souhait. Mais la loi qui a introduit le Disability Manager en Italie ne donne pas des détails clairs sur son profil professionnel ou sur les compétences et capacités requises. Ces aspects sont réservés aux lois et réglementations encore à promulguer. La loi se réfère de manière générique à l'acquisition de compétences par des masters ou des cours de formation avancée universitaires qui sont encore très rares en Italie. Et à l'heure actuelle, la définition des compétences, aptitudes, capacités des disability managers est laissée à la législation des régions. Et pour l'instant, seules 2 régions sur 20 l'ont fait, la Lombardie et le Latium. Pour ces 2 régions, le profil et les compétences du Disability Manager italien comprennent au moins, selon profil, ces éléments. Il devrait s'agir d'un gestionnaire, un manager ou d'une personne occupant un poste supérieur qui doit rédiger un rapport annuel sur les activités menées dans lequel mettre en évidence les problèmes et les points critiques. Sur les compétences, cette figure, il devrait gestir le recrutement des personnes handicapées en fonction du profil professionnel, concevoir et gérer tous les aspects de l'inclusion des personnes handicapées en milieu de travail et gestir la relation avec les centres d'emploi nationaux et les services locaux. Il devrait avoir des compétences techniques sur les reasonable accommodations et les solutions techniques à mettre en place sur les lieux de travail pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées. Il devrait avoir les compétences nécessaires sur les lois et les réglementations applicables, par exemple le droit du travail, la non-discrimination, etc. Il devrait aussi avoir les compétences en gestion de projets, compétences en ressources humaines et aussi des compétences transversales, problem solving, négociation, résolution de conflits, nécessité d'ouvrir des réseaux avec les autres services. Malheureusement, c'est encore une situation très fluide dans notre pays. Il y a des objectifs finaux clairs et déterminés, aussi partagés avec le monde associatif, mais autant d'incertitudes quant à la manière de les étendre. Notre fédération, qui est née justement pour pousser à la définition d'un profil national unique de Disability Manager, maintenant est en train de mener une enquête et une évaluation spécifique de toutes les formations disponibles selon différents critères, coût, matière, durée, etc. Ça, c'est la situation en Italie maintenant. Et j'espère que va améliorer dans le futur. Merci beaucoup, Mauro, pour cette intervention. Du coup, on a fait le point sur les contextes de chacun et on peut remarquer de grandes différences de système et de formation sur le métier entre les différents pays. En tout cas, ce qu'on remarque aussi, c'est que tous nos partenaires travaillent vers le même objectif, qui est accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi. Donc voilà, surtout si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas, on y reviendra à la fin. On va maintenant passer au deuxième thème de la journée, qui est l'impact du Covid-19 sur les méthodes de travail. Donc on sait qu'on a tous vécu cette période de pandémie mondiale
qui est une crise qui a traversé les frontières, qui a impacté tous les pays. On sait que cette crise a créé beaucoup de souffrance et d'isolement pour les personnes en situation de handicap, mais a aussi, d'une manière plus positive, a pu voir émerger de nouvelles méthodes de travail, et notamment pour le métier de conseiller en emploi accompagné. Donc aujourd'hui, on aimerait discuter avec nos différents intervenants sur ce sujet, sur l'impact du Covid et sur les différents modes d'intervention qui ont été utilisés à cette période, mais aussi comment ils ont évolué depuis la pandémie et est-ce que ça a fait émerger de nouveaux modes d'intervention qui sont toujours à inventer. Donc on va commencer par Dimitris, on va aller en Grèce. On sait qu'en Grèce, vous avez aussi connu une période difficile à ce moment-là, mais il me semble que au Centre Margarita, vous avez développé de nouvelles opportunités pour les personnes en situation de handicap. Donc, Dimitris, je vous laisse nous expliquer ce que vous avez fait à ce moment-là et ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui. Yeah, thank you, Oran. The truth is that the COVID pandemic also Merci. Le comité de pandémie a également eu un impact, comme nous tous en Europe. Pour tirer un parallèle à ce qui a été dit tout à l'heure sur la mise en place de la loi régissant le pourcentage, aussi en Grèce, nous avons une loi de ce type, mais ce n'est pas, ce n'est pas mis en place, ce n'est pas effectivement pratiqué. Les entreprises en Italie, si j'ai bien compris, préfèrent payer l'amende. En Grèce, ce n'est même pas ça. Les vérifications du gouvernement sont rares et il n'y a même pas d'amende de prévue par rapport aux entreprises qui ne respectent pas, qui n'embauchent pas, même s'il y a une loi régissant les pourcentages. Donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, Margarita, depuis 20 ans, tous les salariés qu'on a avec des handicaps, y compris avec le soutien du service d'emploi, ont rassemblé dans un café inofficiel tous les derniers samedis du mois, donc une fois par mois, pour pouvoir évoquer ensemble tous les enjeux et entrer à l'emploi. C'est la pratique que Margarita a mis en place il y a beaucoup d'années, parce qu'on sait que c'est bien de se voir de manière inofficielle pendant quelques heures pour évoquer les éléments qui nous concernent. Et en 2019, il fallait remettre des réunions en face à face dû au COVID. Il fallait remettre plus tard le soutien également. Et on a décidé de se voir virtuellement via des appels sur Skype. Pour certains des salariés, c'était difficile, mais c'était une étape nécessaire pour pouvoir continuer de se retrouver dans ces cafés. En plus de ça, on a continué de soutenir des salariés et des entreprises. Il ne faut jamais oublier les entreprises. On a continué de les prendre en charge par les appels vidéo, par Skype, par les appels téléphoniques, sur WhatsApp et via des courriels. Pendant cette période de la pandémie, a également vu la transition vers les différentes manières de communiquer. Donc, il fallait changer notre système. Et je dois dire que même que maintenant que c'est la fin de la pandémie ou presque la fin, je ne sais pas comment dire ça, on utilise encore ces moyens électroniques de manière à pouvoir communiquer par Viber, WhatsApp, avec un bon nombre de personnes. Ce qu'on a fait pendant le COVID, c'est qu'on a réussi à créer la première plateforme électronique en Grèce pour mettre en face des gens avec le marché du travail. Et c'est dans une phase pilote jusqu'à la fin de l'année.
Et je vais mettre le lien dans le chat pour accéder aux plateformes. C'est une coproduction avec beaucoup de salariés, avec beaucoup de personnes avec des handicaps, avec Margarita. Mais ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir bâtir la plateforme, que ce soit facile à lire et à comprendre. Depuis le mois de janvier, nous avons reçu de plus de 40 demandes et plus de 50 demandes de salariés dans le marché ouvert qui sont d'accord pour employer des gens avec des handicaps. Et jusqu'à maintenant, on a pu gérer, on a pu passer 4 personnes dans le marché du travail. Il s'agit d'un outil électronique qui nous permet de créer, et on aimerait bien en disposer comme un outil pour beaucoup d'organisations, pas seulement pour Margarita, mais pour l'utiliser plus largement. Merci. Un grand merci, Dimitris. Merci, Dimitris. C'est très intéressant d'entendre la création de cette plateforme qui fait le lien entre les personnes en situation de handicap et les employeurs. Et on espère que ce projet va se développer et pourquoi pas pouvoir aussi l'exporter dans les autres pays afin qu'on puisse l'utiliser également. Donc, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais passer en Italie et connaître votre expérience et votre vision sur le sujet. Heidi, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Good morning, first of all, everyone. I'm really happy to be here. Bonjour, je suis ravi d'être là pour présenter notre fédération. Pour en revenir à votre question spécifique, je dois dire que la pandémie a eu un impact énorme sur la manière dont, ici en Italie, on a organisé le travail plus généralement, parce que nous avons été obligés de rester chez nous. On était le premier pays où on était obligé de gérer la pandémie. Ça s'est bien étendu tous les jours. Donc, une des premières mesures mises en place par le gouvernement, c'était de devoir de rester chez soi. C'était obligé. Et ça s'appliquait à pratiquement toutes les professions et tous les salariés et dans tous les secteurs de l'industrie, sauf en ce qui concerne la sécurité publique ou des questions de travail de ce type. C'était le premier impact de la pandémie, le COVID, a introduit le travail à distance en Italie. C'était le genre de travail qu'on utilisait déjà, mais seulement pour une petite partie des salariés dans certaines circonstances. Dans pratiquement toujours des sociétés multinationales qui ont cette culture déjà pour travailler de cette manière et ce type de travail nous venait de l'étranger, le monde anglophone. Donc, c'était nouveau. Il fallait le gérer. Et les appels visio étaient la seule intervention qu'on pouvait utiliser pendant la pandémie, de manière à pouvoir, pour que chacun puisse travailler. Pour en revenir à des personnes en situation de handicap, il s'agissait, c'était encore plus impactant parce que les salariés handicapés devaient rester chez eux parce qu'ils étaient considérés comme personnes fragiles en situation de danger. Et chaque salarié, chaque employeur devait les protéger. Et la manière de les protéger contre le virus, c'était tout d'abord de les laisser travailler chez eux et que ce soit obligatoire. Donc, le premier droit que les personnes avaient gagné pendant la pandémie, c'était le droit de travailler intelligemment. Aujourd'hui, ce droit
n'existe plus dans le même sens où ça existait pendant la pandémie. Mais les organisations continuent en fait. Nous avons commencé à revenir à nos bureaux, mais le smart working est toujours une option. Donc, bon nombre de sociétés, d'institutions et d'organisations et d'entités privées s'organisent maintenant de manière à avoir une approche mixte, de gestion mixte du cadre de travail, y compris pour les personnes avec des handicaps et ceux qui ne sont pas PWD. Les personnes ayant des handicaps peuvent être traitées d'une manière particulière, mais cela provient plus du droit de les protéger pour s'assurer que leurs conditions ne sont pas mises sous risque. Et le concept d'accommodation raisonnable est de plus en plus importante et gagne plus d'attention dans certaines sociétés, mais aussi dans les administrations, parce qu'en Italie, on a commencé à avoir des premières actions juridiques concernant en quoi consistent les accommodations raisonnables. Et on étudie justement, on veut créer une culture par rapport à ce concept qui, jusqu'à maintenant, bien que cela existait déjà, c'était resté un petit peu, c'était un peu silencieux. Les personnes ne savaient en fait quels étaient ses devoirs et ses droits selon de quel côté vous voyez la chose. Et personne ne mettait en place cette accommodation raisonnable. Donc, c'était un impact positif qu'avait le COVID. Plus spécifiquement, par rapport aux nouvelles méthodes de travail, je dirais 3 choses. Se sont proposées à nous en Italie. Smart working, c'est la première chose. Et maintenant, on a toujours davantage de connaissances sur en quoi consiste ce travail intelligent. Jusqu'à maintenant, le travail intelligent qui était appliqué était plutôt un travail à distance. Mais en fait, ça ne marche pas. Et on essaie de faire de la recherche actuellement sur dans quelle mesure le travail intelligent, quel est l'effet de ce travail sur l'inclusion. D'un côté, cela facilite l'accès au marché du travail, par exemple, des personnes qui ont des handicaps sévères ou des conditions particulières qui, jusqu'alors, n'étaient pas possibles d'avoir sur le lieu de travail, donc d'avoir un poste. Et de l'autre côté, cela encourage les gens à rester chez eux, ce qui ne les relie pas du tout à la société plus globalement. Donc, nous sommes en fait en train d'interroger ces effets plus à fond. Et je dirais que dans certaines organisations, la promulgation d'un certain nombre de lois concernant les handicapés introduit de nouvelles méthodes de travail et on prête plus d'attention sur ces questions en particulier. Et le troisième aspect que je voulais évoquer, c'est que l'accommodation raisonnable qui devient de plus en plus important. Merci beaucoup. On va passer en France avec ma collègue Stéphanie de l'ADAPT, qui est référente emploi. Est-ce que la situation a été similaire en France? Et quelle a été votre expérience sur le sujet pendant la pandémie? Et est-ce que vous auriez des exemples aussi de bonnes pratiques qui ont été mises en place à ce moment-là? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Merci, je suis ravie de participer à cet échange européen. Voilà, donc par rapport à la Covid, alors moi, je n'étais pas sur l'emploi accompagné pendant la Covid, mais j'ai pu voir avec les collègues sur le premier confinement, puisque moi, je suis arrivée sur le deuxième.
Côté français, donc, il y a eu un premier confinement en mars 2020 et pendant cette période, on a pu constater des difficultés pour accompagner les personnes les plus fragiles. Il a été primordial de maintenir un lien étroit et d'arriver à préserver l'alliance et la confiance installée entre le conseiller et le participant. Alors concrètement, les entretiens de notre côté se sont poursuivis de manière plus intensive, mais alors pour le coup, comme le disaient les collègues, du coup, avec les personnes, mais aussi avec les entreprises en visio ou par téléphone, hein, c'est vraiment du coup les outils qui ont été développés. Et ce, par l'ensemble des membres de l'équipe. Donc, nous, sur l'emploi accompagné de l'ADAPT, dans l'équipe, nous sommes donc 6 conseillers emploi accompagnés et une neuropsychologue, une ergothérapeute, et avec un temps infirmier aussi qui peut nous être dédié. Donc là, l'équipe s'est vraiment mobilisée pendant le confinement, l'ensemble de l'équipe. Donc, un travail sur les démarches de recherche d'emploi a pu se poursuivre. Et puis, on a mis en place un Google Sheets du coup, au profit des personnes accompagnées qui permettait de relayer un grand nombre d'informations autour de l'emploi, mais aussi des vidéos, par exemple, sur l'activité physique à domicile, des activités de cuisine et de loisirs, sur un volet plutôt occupationnel. Voilà, et puis des liens vers d'autres sites. On avait aussi mis en place un chat pour que les personnes puissent nous contacter rapidement, qu'on puisse échanger aussi avec eux. Voilà, en parallèle, il y a eu des séances d'expression collective en visioconférence qui ont été mises en place pour maintenir, toujours dans l'idée de maintenir le lien social. Et puis, voilà, un soutien médical, psychologique et social hein, afin d'éviter de mieux vivre, entre guillemets, le confinement et puis d'éviter la rupture hein, avec la personne accompagnée. Voilà, donc il y avait aussi donc, un rappel récurrent des gestes barrières, du confinement. Donc par rapport à tout ce qu'on avait pu faire sur une plateforme, enfin c'est un Google Sheet et cette plateforme dédiée, on a mis aussi en place une assistance technique et pédagogique afin de vérifier que les personnes comprenaient, pouvaient utiliser l'outil informatique ou l'outil ou le téléphone. Donc vérifier et aider les personnes sur le travail à distance. Voilà, et puis ce lien, hein, on parlait d'éviter la rupture, ce lien quasi quotidien avec les personnes, dans le cadre de l'emploi accompagné, de cet accompagnement qui pouvait être très intensif. Voilà, et puis du coup un soutien, un appui psychologique et une mise en relation avec aussi des personnes accompagnées, avec tous les partenaires et les intervenants médico-sociaux. Qui a été un gros travail pendant la pandémie. Et puis nous, dans le cadre d'un deuxième confinement, là pour le coup, on a eu des permissions de sortie, hein, on avait des dérogations, donc on a pu rencontrer les personnes à nouveau en entretien physique, ce qui était très important de pouvoir les voir aussi physiquement. Voilà, et on a aussi pu rencontrer les personnes de manière un peu plus informelle, se rapprocher de leur domicile si elles avaient des difficultés pour venir jusqu'à nous. Donc voilà, lors de ce deuxième confinement, on a pu continuer ce lien avec les personnes plus en physique. Alors après, vous posiez la question, Oran, des évolutions aussi depuis la pandémie, des évolutions possibles des modes d'intervention. Clairement, comme les collègues ont pu le dire, hein, mais la visio a été extrêmement importante et s'est imposée comme un outil de travail avec les entreprises et avec les personnes accompagnées. Elle permettait un contact plus régulier et puis je trouve que ça a pu développer une relation avec l'entreprise où du coup l'entreprise se dit qu'elle perd peut-être moins de temps, qu'elle prend moins de temps à répondre à un entretien visio, donc elle se rend plus disponible pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté là dans nos pratiques et dans notre relation à l'entreprise. C'est clairement devenu un nouvel outil d'accompagnement à la visio.
Et puis, les entreprises ont dû développer le télétravail au sein de leurs services. Et ce qu'on pouvait constater en France sur les réticences un peu pré-Covid que pouvaient avoir certains managers quant à la qualité du télétravail, elles ont été levées. On s'est rendu compte que le télétravail, les personnes faisaient un travail effectif, même des fois étaient même plus efficients en télétravail. Et clairement, de notre côté, on a pu voir que ça avait pu profiter aux personnes en situation de handicap, pour qui le télétravail pouvait être une préconisation de la médecine du travail. Donc, de nombreux postes peuvent se faire partiellement, voire entièrement en télétravail. Et cet accès au télétravail a été vraiment bénéfique pour les personnes accompagnées. À titre d'exemple, voilà une personne accompagnée avec autisme qui a pu effectuer son travail de web designer et de graphiste entièrement en télétravail. Une autre personne avec un handicap moteur qui est employée comme téléconseillère pour un prestataire de service public et qui est autorisé à télétravailler intégralement. Voilà, donc là, on a clairement vu de notre côté une évolution, et ce télétravail a pu profiter du coup à la mise à l'emploi de personnes en situation de handicap. Par rapport à ces évolutions ici, on a vu sur les méthodes de recrutement, peut-être que du coup, nous, en tout cas, comme outil, on a pu voir des salons virtuels se développer, des salons virtuels de recrutement, des rencontres, des enquêtes métiers aussi, des temps qui étaient beaucoup plus virtuels, et voilà, des salons de recrutement en ligne qui ont pu se développer. Voilà par rapport à l'évolution de notre pratique durant la pandémie. Et puis peut-être aussi, nous, on a pu constater que la santé s'est vraiment imposée dans l'entreprise. La pandémie a vraiment amené la santé en première place dans l'entreprise, et que du coup, peut-être que les entreprises ont été sensibilisées, en tout cas se sont ouvertes à la notion de handicap. Merci beaucoup, Stéphanie. J'aime beaucoup ce terme d'alliance que vous avez employé, l'alliance entre la personne en situation de handicap et le conseiller. C'est assez parlant, je trouve, suivant la situation. On va passer du coup en Norvège pour la dernière intervention sur ce sujet-là. Léné, quelle a été votre expérience et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Okay, yes, hi. We had, of course, a lot of similarities. Eh bien, nous avons pas mal de similarités, et avec tout ce qu'on a entendu, parce qu'il y a maintenant des appels vidéo sur beaucoup de thèmes. On passe par Messenger, FaceTime, Facebook. On est passé par toutes les plateformes digitales, numériques. Évidemment, il y avait également des liens physiques en présentiel, mais il a fallu forcer en fait le pas, surtout au niveau du ministère, pour avoir tous ces outils. Par exemple, notre société a réduit notre présence physique de 150%. Nous étions que 20% en présence physique ou en présentiel, mais on n'a jamais complètement fermé les bureaux. Et puis, il y avait très peu de participants où il fallait qu'ils viennent en personne, qui devaient donc se présenter physiquement avec leur conseiller en emploi assisté, mais il y avait des règles très claires qu'il fallait qu'ils viennent chez nous en dehors des heures de travail et en dehors des heures de pic. Évidemment, il y avait beaucoup de contrôles en ce qui concerne la contamination, l'hygiène, etc. Et il y avait également certains conseillers qui ont rencontré les participants ailleurs que chez nous, par exemple, on se promenait, balader dans les bois ou boire un café, naturellement en respectant toutes les règles sanitaires. Évidemment, on a fait un suivi physique de chacun de ces participants. Ils n'ont pas utilisé que des outils numériques, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ces outils existaient au passé aussi, mais maintenant nous voyons que ces outils
sont utilisés beaucoup plus, de façon plus intensive et de façon différente également. Et je crois que ça a beaucoup d'impact sur notre travail. Et bien sûr, toutes ces actions, toutes ces mesures à cause de la pandémie ont montré quand même un changement d'attitude. Maintenant, on est beaucoup plus souple dans tous dans notre attitude et notre rôle en tant que conseiller en emploi assisté. Avant, il y avait juste la peur que moi, je ne sais pas travailler de cette façon, mais maintenant qu'ils sont passés à l'ère numérique de plus intensif, ça leur va bien. Ils les ont bien adoptés. Et puis les participants, disons les clients, ont également devenu extrêmement souples. On ne peut pas les oublier, évidemment, mais il y a eu quand même des obstacles. Et ça, c'était les données en ce qui concerne la vie privée, parce que ça posait des problèmes au niveau législatif. Parce qu'en ce qui concerne les RGPD, il est difficile de recevoir la documentation et on ne peut rien envoyer de façon numérique ou par email sans faire un chiffrage. Et cela coûte très cher. Et donc, on travaille là-dessus pour trouver un encodage qui coûte moins cher. Mais en général, nous avons trouvé que les interviews face à face sont en fait les façons les meilleures, les plus efficaces de travailler. Mais là où ce n'était pas possible ou lorsque les clients ne pouvaient pas venir ou refuser de nous rencontrer, c'est utile en fait d'utiliser la plateforme numérique. Merci beaucoup, Léné. En espérant qu'on pourra continuer vers cette souplesse et flexibilité nouvelle que vous avez tous évoquées. Maintenant, on va passer sur le dernier thème et nous tourner plutôt vers l'avenir. Donc, c'est sur les opportunités, les perspectives et les limites du métier de conseiller en emploi accompagné. Donc, j'ai différentes questions sur le sujet à vous poser à tous. Déjà, comment les méthodes de l'emploi accompagné sont-elles et pourraient-elles être étendues à l'accompagnement d'autres groupes? Je sais que c'est quelque chose qui est déjà fait dans certains pays, notamment chez nos collègues norvégiens, donc on va en discuter. Quelles sont les limites du métier? Est-ce que les méthodes d'accompagnement devraient être utilisées également pour l'accès au logement, aux soins, à la vie sociale? Et comment l'éventail d'activités du conseiller en emploi accompagné devrait être élargi afin d'éviter toutes les barrières à l'emploi? Donc, on va commencer par Stéphanie, si vous voulez bien. Ça fait beaucoup de questions, je sais. D'ailleurs, on est un petit peu en retard, donc si on va peut-être accélérer un petit peu pour finir à l'heure. Mais voilà, j'aimerais commencer par ma collègue Stéphanie. Quel est votre avis sur le sujet et votre position? Alors, sur la première question, du coup, en France, des méthodes qui sont développées telles que sur la base d'IPS, en s'inspirant d'IPS, sont déjà appliquées dans le champ de l'insertion professionnelle. On a un dispositif qui s'appelle l'emploi d'abord, qui est porté par certaines associations, qui est à destination de personnes relevant de l'insertion par l'activité économique. Voilà. Et puis, il peut y avoir des méthodes aussi telles que IOD, donc certaines collectivités ou des accompagnements type sur l'accompagnement RSA. C'est des choses qui peuvent être développées. Donc, c'est une méthode qui se base sur le rapprochement entre les participants et les entreprises, en se basant aussi sur les forces des personnes accompagnées et en essayant de mettre en lien, en ne passant pas forcément par le CV et tous les process de recrutement. Voilà, donc ça, c'est des méthodes qui se développent aussi. Voilà en France. Alors, on a d'autres. C'est pour ça que du coup, la question, est-ce que ces méthodes peuvent s'étendre à l'accompagnement d'autres groupes? Il semblerait qu'en effet, ça se passe déjà, ça soit déjà en train de se faire en France et ailleurs. Est-ce que ça vous suffit, Orhan, ou est-ce que du coup,
On est vraiment là juste sur les méthodes et si elles peuvent être étendues à l'accompagnement d'autres groupes. Non, après, si vous voulez nous parler, oui, c'est ça, des méthodes d'accompagnement, et les limites du métier peut-être, si vous aviez des choses à ajouter sur le sujet, sinon… Oui, ok. Sur les limites du métier, moi je parlerais du fait qu'on soit garant d'un cadre d'intervention. Donc, le conseiller emploi accompagné doit être capable d'accompagner la personne, la conseiller sur les champs professionnels et médico-sociaux. Donc, ça demande une grande polyvalence et en même temps ne pas se substituer aux acteurs et partenaires du droit commun. Donc, cette ambivalence aussi qu'il y a à prendre en compte. Et puis, l'accompagnement qu'on met en place, il est individualisé, personnalisé. Et on doit constamment le réajuster. On doit constamment le réajuster aux besoins de la personne et aux évolutions de sa situation. Donc, voilà. Et puis, dans ce que doit faire aussi, doit pouvoir faire le conseiller, c'est faire preuve de capacité d'investigation, d'une grande polyvalence, de débrouillardise et de créativité dans les accompagnements. Donc, ça, c'est au-delà des limites, c'est aussi ce que nous demande le métier. Je rajouterais aussi que du coup, la nécessité de l'adhésion de la personne accompagnée et de son investissement dans les démarches qui sont co-construites. Vous parliez d'alliance entre le conseiller et la personne accompagnée, hein, mais on revient dessus, mais qui est primordial et que sans cette adhésion et cette alliance, il n'y a rien qui se passe. Sur le métier de conseiller, on doit constamment être vigilant à pouvoir prendre du recul sur les situations et avoir une capacité à prendre du recul. Alors, ça peut passer par de l'analyse de pratique, le partage des accompagnements en équipe. Je sais que sur d'autres dispositifs emploi accompagné, il peut y avoir des co-accompagnements, des personnes accompagnées qui ont deux référents. Et puis, peut-être aussi veiller à ne pas être isolés, nous, dans nos accompagnements. L'accompagnement de l'emploi, l'emploi accompagné, c'est intensif et ce degré d'intensivité, il peut vraiment être variable et difficilement prévisible en fonction d'un recrutement, d'une personne qui va aller en entreprise. Il faut être présent, on accompagne les personnes en entreprise et là, ça va demander d'un coup un accompagnement très intensif. Si à un moment en emploi, il se passe quelque chose et on doit intervenir rapidement, pareil, ça demande un accompagnement très intensif. Et à un moment, il y a un côté imprévisible. C'est en fonction de la vie de l'entreprise aussi, de la vie de la personne. Donc, c'est quelque chose à gérer et à prendre en compte aussi en tant que référent emploi accompagné. Et puis, on doit veiller à maintenir un lien étroit avec l'entreprise et les équipes de travail. Et même si la mission de travail se passe bien, voilà, on est constamment garant de ce lien-là aussi. Et ça nécessite évidemment l'adhésion de l'employeur. Et c'est vrai que sans l'adhésion de l'employeur et sans son implication, c'est difficilement réalisable. C'est vraiment un facteur clé de la réussite, de l'intégration et du maintien dans l'emploi de la personne. Voilà. Et puis, on peut se heurter aussi à la méconnaissance dans l'entreprise du handicap, de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en France. Voilà, avec des clichés sur le handicap, des représentations, et on doit aussi informer là-dessus. Et puis, vous parlez des limites aussi. Nous, on va des fois se heurter à des difficultés de collaboration avec les équipes médicales. Voilà. Parce que du coup, il peut faire le choix de ne pas communiquer avec nous sur la situation du patient, même avec son accord. L'emploi accompagné, alors même si ça existe depuis longtemps, mais du coup, tout le monde n'est pas forcément au courant de l'emploi accompagné. Donc, voilà, il faut l'importance aussi de l'adhésion des équipes médicales et quelquefois, voilà, ça peut être difficile. La collaboration peut être des fois un peu difficile. Merci beaucoup Stéphanie. Et peut-être juste une petite précision, parce qu'il y a eu des questions sur quelles sont la signification des sigles IPS, IOD. Peut-être juste 2 mots là-dessus pour que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Alors, IPS, c'est Individual Placement and Support.
Et IOD, alors oh là là, ça sur le sigle, j'aurais du mal à vous le dire. Ok. Bon, sinon, on y répondra à la fin. Oui, je vous donne les informations dans Ouais. le chat. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphanie, là-dessus. Du coup, on va passer en Norvège, où justement, il y a des méthodes de l'emploi accompagné sont utilisées pour un public élargi. Léné, je sais que vous vouliez nous parler d'un programme qui est fait pour les personnes qui sortent de prison. Yes, well, actually, we have all our Oui, programs. effectivement, tous nos programmes sont contrôlés par des appels d'offres au niveau national et nous avons des programmes très spéciaux pour les prisonniers. En fait, ils n'ont pas encore terminé leur jugement, si vous voulez, leur sentence. C'est pendant la dernière année de leur incarcération qu'on commence à les aider. Et on commence à les aider à chercher de l'emploi et de faire les premiers pas vis-à-vis des employeurs potentiels. Alors, ils ont le droit de sortir pour faire une formation professionnelle, même quand ils sont encore en prison. Donc, ils sont sortis pendant la journée et ils reviennent le soir. C'est en fait comme un hôtel, hein. C'est pas un super top hôtel. Bon. Mais avec ce programme, ce qui est très intéressant, et moi, je vais le limiter, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que ce programme, en fait, travaille cette idée de IPS et le placement individuel et soutient complètement. Ils peuvent aider les clients jusqu'au bout, et même si ça fait 5 ans ou 10 ans qu'ils ont quitté la prison, ils peuvent toujours recevoir de l'aide à vie de ce programme. C'est en permanence. Et je peux vous donner des chiffres. L'année dernière, 98% de ces ex-prisonniers que nous avions aidés, en fait, c'était 104 personnes, 98% ont trouvé un emploi. Et nous avons vérifié récemment, 3 ans plus tard, dans ce programme, 70% sont toujours en emploi. Donc, pour nous, ça, c'est un taux de réussite qui est très bien. Puis, notre suivi est également très bien. Et ça, c'est grâce à ce placement individuel et de soutien IPS. Et nous voudrions utiliser cette méthodologie parce que cette méthodologie a été créée et c'est basé sur les preuves, un système qui a été créé aux États-Unis. Et c'était pendant des années 90, donc c'est une méthode qui reste relativement neuve. On se sert de cette méthode actuellement parce que c'était pour des personnes qui avaient des troubles mentaux très sérieux, mais maintenant on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres groupes, les immigrés, des personnes en situation de handicap, et donc on utilise cette méthodologie de IPS dans différents groupes. C'est très utile, extrêmement utile, donc on le fait. Beaucoup, Léné. Et pour les participants, après le webinaire, on vous enverra un compte rendu, etc. Et quoi qu'il arrive, on vous enverra aussi plus d'informations sur cette méthode qui a été abordée aujourd'hui, qui a l'air de susciter pas mal de questions. Donc, merci beaucoup. On va passer en Italie. Aidé, quelle est votre vision sur le sujet? Merci. First of all, as Alors, my colleague Mauro Buzzi said before, donc, comme Mauro a dit avant, en Italie, nous avons également un chiffre en ce qui concerne les DM, c'est-à-dire les managers en situation de handicap, DM, Disability Manager. Il y a des nouvelles législations de 2015 et de 2017. Ça s'applique maintenant à ces nouveaux postes et maintenant c'est obligatoire uniquement pour l'administration publique. Alors, ceci exemple les premières limitations, si vous voulez, à cette responsabilité, parce que le DM est soi-disant là pour aider et faciliter l'intégration sur la place
au travail. C'est un système qui est utilisé également dans le secteur privé, mais ce n'est pas obligatoire comme dans l'administration publique, mais c'est peut-être utilisé dans le secteur privé pour chercher des avantages pour, bon, donc se servir de DF en tant que consultant dans des circonstances données et il faudra que ce soit ainsi lorsque c'est demandé de la part de l'État. Et puis l'idée est toujours d'augmenter le nombre de personnes en handicap qui soient employées de plus en plus. Normalement, de plus en plus, on voit l'intégration de ces personnes dans les ressources humaines. Puisqu'il y a des règles de ce genre pour les sociétés privées, et les chiffres que nous voyons, nous pensons, devraient être utilisés dans d'autres domaines, par exemple au niveau des écoles, des hôpitaux, des transports publics ou privés, dans des espaces publics où là où il y a besoin de l'emploi, dans des villes, dans des zones urbaines, l'organisation en fait du métropole et comment nous pouvons s'adapter dans d'autres domaines pour faire l'inclusion de l'handicap. Et ainsi, le profil des DM change énormément parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de législation au niveau national pour un profil donné, une conception, une idée, une définition claire d'un DM, Disability Manager, quelles sont ses qualifications, quelles sont ses compétences, etc. et comment lui ou elle doit travailler. À part cela, nous avons des très, très bonnes expériences là où les sociétés et les administrations ont déjà utilisé les DM parce que c'est un facteur d'augmentation dans l'inclusion et l'intégration des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est une augmentation de, disons, le bien-être de la société et de l'humanité, finalement. Pour cette information, pour ces informations. Et on va enfin passer en Grèce pour la dernière intervention de la journée. Dimitris, pour vous, quelles sont les perspectives et les limites du métier de conseiller en emploi accompagné? Thank you, Oran. Merci, Oran. Alors, en ce qui concerne la méthodologie et comment cela peut être utilisé dans les autres groupes, je vais faire référence à l'Union européenne et le soutien de l'emploi. Ils disent que ceci est disponible pour les autres groupes défavorisés dans le but de sécuriser un emploi. Mais ceci est vrai non uniquement aux gens qui sont handicapés, mais là où ils ont besoin de recommandations ou de l'aide spécifique. Par exemple, trouver l'apprentissage approprié et ceci est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas une limité uniquement à des gens avec des handicaps. Nous avons par exemple un projet que Margarita a appelé People Vet. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler dans le domaine, par exemple, de booking ou de réservation ou dans les cliniques et pour donner des informations accessibles dans tous ces domaines. Donc, si je crée quelque chose et je l'appelle accessible, il faut vraiment qu'il soit accessible. Il faut que ce soit qu'il soit co-créé, créé conjointement avec la personne qui en a besoin. Et c'est ainsi que ça devient vraiment accessible. Et c'est ainsi que nous pouvons aider au niveau individuel. En plus, assister cette personne d'utiliser cette information et pour pouvoir prendre une décision où il ou elle est au courant de tout. Alors, les méthodes telles que le développement du profil professionnel, trouver un emploi
et de pouvoir parler avec l'employeur pour pouvoir se vendre. Comment se faire intégrer et accepter sur le lieu de travail, c'est ouvert à tous les groupes, quel que soit le handicap ou manque de handicap. Et c'est beaucoup plus important que les participants puissent utiliser cette méthodologie. On ne peut pas être trop spécifique dans ce que nous développons parce que sinon on va exclure des groupes. Nous essayons d'impliquer autant que possible les personnes à tous les niveaux de cette conception et de l'organisation. Évidemment, il faut faire des petites adaptations pour se mettre au niveau de chaque participant. Il y en a qui ont des besoins spéciaux, il y en a qui ont des, comme je disais, des besoins spéciaux. Et ainsi, il faut que la législation aussi prenne en compte tous ces changements. Dans notre cas, Margarita, par exemple, il faut qu'on travaille beaucoup sur l'information qui est accessible. On se sert des images, de langage très, très simple et on fournit tout le matériel qu'on peut pour qu'ils comprennent. Mais si quelque chose n'est pas compréhensif, on essaie de le rendre et encore une fois, avec des images, avec l'aide visuelle. En ce qui concerne les limites, en Grèce, aujourd'hui, le premier obstacle pour nous, c'est qu'il n'y a pas de cadre législatif pour ce qui est de l'emploi assisté. Et c'est ça qui rend le travail plus difficile pour des personnes qui travaillent là-dedans. Également pour la personne concernée ou le client, la présence constamment du coach ou de cette assistante peut le limiter, peut le rendre plus timide. Vous êtes là pour aider la personne à garantir son emploi, à tenir son emploi, mais en même temps, il n'y a pas assez de recul entre la personne qui en a besoin ou le client et le coach ou le référent emploi, si vous voulez. En d'autres termes, dit l'interprète, il y a trop d'interférences. Donc, il faut pouvoir faire une différence. Et puis également, il y a un problème géographique. On a déjà fait des études et il y a certaines régions, à cause des problèmes de financement, il y a des îlots qui sont complètement négligés en Grèce où on en a besoin, mais il n'y a personne pour les aider. Il y a peut-être un besoin de la part de 50 ou 60 personnes, mais on ne peut pas envoyer quelqu'un qui peut les aider. À part cela, ce qui manque également ou un problème, c'est avec l'empathie, comme on dit, la bienveillance. Il faut faire très attention parce que de temps en temps, le conseiller en emploi ne se connecte pas complètement avec la personne qu'il doit aider. Merci. Merci beaucoup, Dimitris, pour cet éclairage. Thank you so much, Dimitris. À la fin du webinaire, on a pris un petit peu de retard. On avait prévu une session de questions-réponses. Je vais prendre quelques questions. On a eu énormément de questions. Ne vous inquiétez pas, on enverra un compte-rendu et on a bien noté toutes les questions et on tâchera d'y répondre et de vous envoyer les réponses directement à tous les participants. Je vais quand même en prendre juste quelques-unes rapidement avant qu'on finisse le webinaire. J'ai une question qui est la suivante. Quelle est la meilleure manière de devenir conseiller en emploi accompagné? C'est peut-être une question que je peux poser à ma collègue Stéphanie et peut-être en relation avec son expérience. Stéphanie, comment vous êtes devenue, vous êtes amenée à travailler sur l'emploi accompagné et quelle est selon vous la meilleure manière de devenir conseiller ou conseillère en emploi accompagné? Alors, comme le disait Yorick Pedersen, il va y avoir du coup une qualification, enfin un titre professionnel de conseiller emploi accompagné là, qui est en cours de validation, me semble-t-il. Après, moi, pour parler de ma propre expérience, du coup, j'ai plus de 10 ans comme conseillère en insertion socio-professionnelle dans des dispositifs plutôt classiques, conseillère réadaptation au travail aussi. Et puis, moi, j'avais
vraiment l'envie d'être plus proche de l'entreprise et de favoriser l'empowerment, la capacité, enfin, le pouvoir d'agir. Et cette idée de l'emploi accompagné, elle était novatrice et à mon sens, enfin, voilà, je m'y retrouve vraiment. Donc, moi, j'ai un parcours voilà, en management de projet, plutôt un master en management de projet. Et puis après, derrière ces années d'expérience. Voilà. Après, je sais que dans les collègues, il peut y avoir des personnes qui ont le master référent handicap, voilà, qui est dispensé à l'université, des personnes qui viennent plutôt du volet psycho, qui ont le diplôme de l'université de psychologie. Après, il y a le diplôme de CIP hein, aussi, là, beaucoup de conseillers sont passés par la formation de conseillers en insertion professionnelle, qui équivaut du coup à un bac +2. Et puis voilà, de profils assez polyvalents, soit qui viennent des RH, soit de la psychologie, soit du management, un volet plutôt projet, ressources humaines, voilà. Merci beaucoup Stéphanie pour cette réponse. J'ai une autre question pour l'aîné. Parce que vous avez mentionné un site de formation de Job Coach. Est-ce que vous pensez que ce site, j'imagine étant norvégien, pourrait être accessible dans le futur? Est-ce que c'est un projet de l'avoir traduit en anglais et potentiellement dans d'autres langues? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être partagé au-delà des frontières norvégiennes? Yes. Like all our e-learning courses that we have Dans tous les programmes d'e-learning dont on dispose, tout est accessible en anglais et tout est gratuit. Donc, je peux fournir des liens pour cela à tout le monde. Des cours à l'université en Norvège sont disponibles pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être un Norvégien pour entrer dans ces programmes. C'est gratuit pour vous aussi. Si vous voulez venir en Norvège pour vous former en tant que conseiller, vous êtes le bienvenu. Et avec tous les autres programmes, je peux fournir mon courriel et je peux donner toutes les informations si vous avez toutes questions sur nos programmes de formation et programmes universitaires. Thank you, Lémé. Une dernière question, parce qu'on n'est pas si tard que ça. Ça serait autour de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, si elle fait appel... L'entreprise, du coup, est-ce qu'elle bénéficie d'aide ou comment ça se passe? J'ai des questions là-dessus. Est-ce que c'est gratuit? Comment les entreprises font pour faire appel à ce dispositif? Je ne sais pas qui, peut-être on peut commencer Stéphanie et puis peut-être derrière en Italie aussi, vous pourriez nous expliquer comment ça se passe. Alors, nous, pour le coup, on a un dispositif qui est gratuit, qui est financé par l'État, par la GFIP, le FIP, voilà, l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc, les entreprises peuvent… Alors, c'est soit la personne qui peut s'orienter directement vers l'emploi accompagné, donc soit c'est sur le dossier de RQTH, il y a de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il y a du coup une case d'emploi accompagné. Donc, la personne, quand elle remplit son dossier, peut faire une demande elle-même d'emploi accompagné, donc, par le biais de la maison départementale des personnes handicapées. Il y a ce biais-là. Et puis sinon, par le service public de l'emploi, les personnes peuvent faire la demande, ou les entreprises peuvent faire la demande par le biais du conseiller Pôle emploi, Cap emploi, mission locale. Voilà, donc c'est de se rapprocher du coup des personnes qui accompagnent dans le cadre du service public de l'emploi. Donc, elles connaissent tout le process pour orienter vers l'emploi accompagné. Merci beaucoup Stéphanie. Et peut-être Heide ou Mauro, si vous souhaitez nous expliquer comment ça se passe dans votre pays au niveau des entreprises. Oui, bien sûr, merci.
Donc, we do not have a clear Nous statement. n'avons pas une situation claire par rapport à cet aspect d'après les lois en Italie. La seule loi qui prévoit un devoir d'avoir un gestionnaire, c'est de l'administration publique. On a un décret émis par le ministre qui spécifie que ça doit être une personne qui soit employée par l'administration publique et il faut que ce soit un gestionnaire, quelqu'un de bien placé, de haut placé. Et ce ne sera pas gratuit. Et il sera employé par l'entité publique. Comme nous ne disposons pas de dispositions pour les sociétés privées, ça pourrait être n'importe quoi. C'est certain que notre association pousse de manière à ne pas avoir que ce soit fourni gratuitement. On veut maintenir et soutenir un niveau de professionnalisation qui s'impose. Pour avoir des compétences, ça coûte de l'argent. Il faut suivre les programmes de master, ça coûte de l'argent. Les compétences doivent être rémunérées. C'est ça notre position. Nous avons notre expérience, c'est que beaucoup de personnes en Italie sont nominées, sont proposées. Ils sont chargés de garantir les droits des personnes à handicap dans une ville spécifique et parfois ils ne sont pas rémunérés. Mais nous ne soutenons pas ce genre de situation, cette pratique. Évidemment, pour les personnes en situation de handicap, il existe beaucoup de ressources dont il peut activer qui sont gratuites. Merci beaucoup, Heidi. Du coup, on va conclure ce temps d'échange et de partage. Je tiens à souligner la diversité de points de vue et de retours d'expérience qu'on a eu aujourd'hui. Notre idée et notre volonté à tous, c'est vraiment de donner aux personnes en situation de handicap le pouvoir d'agir et de vivre dignement en Europe. Donc voilà, ça rejoint parfaitement le slogan de l'ADAPT qui est « Vivre ensemble, égaux et différents ». Voilà, donc j'aimerais remercier tous les intervenants, les équipes techniques de l'ADAPT, mon collègue Wade Bentour, Luc Bouvier, les interprètes, les traducteurs, le public, et toutes les personnes qui travaillent dans les différents pays de l'Union européenne pour développer des projets innovants en adéquation avec les besoins des personnes en situation de handicap et pour une meilleure inclusion professionnelle et sociale des plus de 80 millions de personnes en situation de handicap en Europe. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous recevrez un compte-rendu. On va tâcher de répondre à toutes les questions. Vous avez aussi mon contact à l'écran. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des volontés de partenariat, de partenariat au niveau européen également. C'est possible. Donc, voilà, on reste en contact. Et encore merci à vous tous. Et puis, bonne journée et bonne SEPH à tous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci, bonne journée. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bonne journée.